Le commentaire est tombé un dimanche après-midi. Il flottait dans l'air lourd de l'odeur du poulet rôti et de la cire à meubles, aussi déplacée qu'une tache de vin sur une nappe blanche. Ces vieux bijoux ne valent rien, on va les vendre. C'était Sylvie, ma belle-fille, qui avait prononcé ces mots. Elle tenait ma boîte à bijoux en velours usé, le couvercle ouvert, et regardait son contenu avec le dédain d'une personne qui évalue du bétail. Ses doigts fins, manucurés d'un rouge agressif, remuaient les colliers et les broches comme on remue une salade fatiguée. Mon fils, Thomas, se tenait à côté d'elle, hochant la tête. Oui, tu as raison. Ça ne sert à rien de garder ça. On pourrait en tirer quelques centaines d'euros, peut-être. Ça paierait un week-end. Je me tenais dans l'embrasure de la porte de ma propre chambre, invisible. Ils ne m'avaient pas vu. Ils étaient venus pour m'aider à faire du tri, disait-il. Une aide que je n'avais jamais demandée. En réalité, ils prenaient l'inventaire. Ils mesuraient mon existence en objet à liquider. Je n'ai rien dit. J'ai reculé doucement, mes chaussons feutrés étouffant le son de mes pas sur le parquet. Je suis retournée dans le salon, me suis assise dans mon fauteuil, celui dont le velours est si usé qu'il connaît la forme exacte de mon corps. Le tic-tac de l'horloge de mon grand-père semblait soudain plus fort, chaque seconde martelant la phrase de Sylvie dans mon crâne. Ne valent rien. Je regardais mes mains, posées sur mes genoux. Des mains qui avaient bercé Thomas, qui avaient préparé des milliers de repas, qui avaient tenu la main de mon mari, Jean, jusqu'à son dernier souffle. Ces mains avaient porté ses bijoux. Chaque pièce était une encre dans le temps, un souvenir cristallisé. Le collier de perles, un peu jauni par les années. Un cadeau de Jean pour notre 10e anniversaire de mariage. Il l'avait acheté en cachette, terriblement fier de son secret. Je me souvenais de la fraîcheur des perles sur ma peau ce soir-là, au restaurant. La broche en forme de libellule, aux ailes d'émail bleu et aux yeux de saphir minuscules. Il me l'avait offerte après la naissance de Thomas. Pour ma reine des fées, avait-il murmuré. Thomas, qui venait de la condamner à un week-end au bord de la mer. Les boucles d'oreilles en or, simples et élégantes. Un héritage de ma propre mère. Elle les avait portées le jour de son mariage. Elle me les avait données le jour du mien, ses doigts tremblants épinglant les fermoirs. Pour que tu te souviennes d'où tu viens, avait-elle dit. Ne valent rien. La colère n'est pas venue. Pas tout de suite. Ce fut d'abord un froid glacial, une clarté terrible. Le genre de clarté qui suit un éclair dans une nuit sans lune. Je les voyais, enfin. Pas comme mon fils et sa femme, mais comme des étrangers qui évaluaient mes biens. Ma vie, ma mémoire, mon amour, tout cela était devenu pour eux un tas de vieux trucs à monnayer. Le reste de l'après-midi fut un brouillard. Je leur ai servi le café. J'ai souri. J'ai hoché la tête quand ils ont parlé de leur projet de vacances. Quand ils sont partis, Sylvie a posé la boîte à bijoux sur la commode. On s'en occupe la semaine prochaine, maman. Ne t'inquiète pas. La porte s'est fermée. Le silence est revenu, mais il était différent. Ce n'était plus un silence de paix. C'était un silence de décision. Le lendemain matin, j'ai agi. Je n'ai pas fait de grands gestes. Mon plan s'est formé dans la quiétude de l'aube, en regardant la poussière danser dans les premiers rayons de soleil. C'était un plan simple, en 3 étapes. D'abord, le téléphone. J'ai cherché dans l'annuaire un nom. Un expert joaillier. Pas une de ces boutiques modernes qui achètent de l'or au poids, mais un de ces vieux établissements du centre-ville, avec un nom de famille et une histoire. J'en ai trouvé un. Dubois et Fils, depuis 1888. J'ai pris rendez-vous. Ensuite, la boîte. Je l'ai prise. Le velours était doux et familier sous mes doigts. Je l'ai enveloppé dans un foulard en soie, celui que Jean m'avait ramené de Lyon. Je l'ai placé dans mon grand sac à main, celui que je ne prenais que pour les occasions importantes. Enfin, le taxi. Je n'aime pas les taxis. Je préfère le bus. Mais ce jour-là, il fallait un taxi. C'était un acte délibéré, un luxe qui signalait l'importance de ma mission. Le bureau de Monsieur Dubois sentait la cire, le métal poli et le temps. C'était un homme âgé, avec des lunettes sur le bout du nez et des mains étonnamment délicates. Il n'a pas montré la moindre condescendance quand j'ai sorti ma vieille boîte. Au contraire, il l'a prise avec une sorte de révérence. Il a sorti les bijoux un par un, les déposant sur un carré de velours noir. Il a examiné chaque pièce avec une loupe, en silence. Son silence, à lui, était respectueux.
Il ne jugeait pas. Il observait. C'est une belle collection, madame, a-t-il dit finalement, en relevant les yeux. Des pièces de différentes époques. Certaines sont signées. Je n'ai pas répondu. Je l'ai laissé travailler. Après 1 heure, il a soupiré. Pour une estimation précise, il me faudra quelques jours. Je dois faire des recherches sur les poinçons, la qualité des pierres. Mais, il a fait une pause. Ne vous méprenez pas, madame. Ce que vous avez là n'est pas anodin. Je suis rentré chez moi avec un sentiment étrange. Un mélange de validation et de tristesse. Quelqu'un, un inconnu, avait vu en quelques minutes ce que mon propre fils n'avait jamais vu. La valeur. Les jours suivants ont été longs. Thomas a appelé. Alors, maman, on peut passer chercher les bijoux ce week-end? Sylvie a trouvé un acheteur. Non, ai-je répondu, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru. Je suis occupée ce week-end. Occupée à quoi? Son ton était teinté d'impatience. À mes affaires, Thomas. À mes affaires. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. C'était la première fois de ma vie que je raccrochais au nez de mon fils. Ce n'était pas agréable, mais c'était nécessaire. C'était la première brique d'un mur que j'étais en train de construire. Puis Monsieur Dubois a appelé. Sa voix était calme, presque solennelle. Il m'a donné un chiffre. Un chiffre si grand, si absurde, que j'ai cru avoir mal entendu. J'ai dû m'asseoir. Il a répété. Il a détaillé la valeur de chaque pièce. La broche libellule, signée par un maître joaillier parisien du début du XXe siècle. Le collier de perles, des perles naturelles d'une qualité rare. Même les boucles d'oreilles de ma mère, d'un or pur et d'un travail d'une finesse oubliée. Ne valent rien. Le rire m'a pris par surprise. Un rire silencieux, qui secouait mes épaules. Ce n'était pas un rire de joie. C'était un rire d'ironie amère. Ils n'avaient pas seulement été dédaigneux. Ils avaient été ignorants. Leur avidité même était incompétente. Ce chiffre a tout changé. Il ne s'agissait plus seulement de sentimentalité contre mépris. Il s'agissait d'un patrimoine. D'un héritage. Et un héritage, ça se protège. Ça ne se brade pas pour un week-end. Ma décision suivante a été encore plus simple que la première. Ces bijoux ne leur appartenaient pas. Ils ne m'appartenaient même plus, d'une certaine façon. Ils appartenaient à l'histoire. Mon histoire, celle de ma mère, celle de mon mari. Une histoire qu'ils avaient voulu effacer. J'ai repris un rendez-vous. Pas avec Monsieur Dubois. Avec le conservateur du musée d'histoire de la ville. La rencontre a eu lieu dans un bureau rempli de livres et d'objets anciens. Le conservateur était une femme d'une 50aine d'années, Madame Leclerc. Ses yeux se sont illuminés quand elle a vu les bijoux. Elle les a traités avec le même respect que Monsieur Dubois, mais avec une curiosité historique en plus. Je lui ai raconté l'histoire de chaque pièce. L'histoire de Jean et du collier de perles. L'histoire de ma mère et des boucles d'oreilles. L'histoire de la broche libellule, achetée l'année de la naissance de mon fils. En parlant, je sentais que je ne faisais pas que raconter des souvenirs. Je tissais une légende. Je donnais à ces objets une âme que l'argent ne pourrait jamais acheter. Madame Leclerc m'a écouté attentivement, prenant des notes. Madame, a-t-elle dit quand j'ai eu fini, c'est exactement ce que nous cherchons. Des objets avec une provenance, une histoire locale. Une donation de cette qualité. Ce serait un ajout magnifique à notre collection permanente. Nous pourrions créer une petite vitrine, raconter votre histoire, celle de votre famille. Mon histoire. Dans un musée. Protégée derrière une vitre, pour que tout le monde la voie. Pour qu'elle ne soit jamais oubliée. Pour qu'elle ne soit jamais qualifiée de sans valeur. J'ai dit oui. Les formalités ont pris quelques semaines. Des papiers à signer. Des photographies à fournir. Durant ce temps, Thomas et Sylvie sont devenus plus insistants. Les appels se sont multipliés, les messages textes aussi. Maman, c'est ridicule. Qu'est-ce que tu fais avec ces bijoux? Sylvie est très déçue. Elle comptait dessus. On s'inquiète pour toi. Tu n'es plus toi-même. Cette dernière phrase m'a presque fait sourire. Au contraire. Pour la première fois depuis des années, j'étais entièrement moi-même. La confrontation finale a eu lieu un samedi.
Ils sont arrivés sans prévenir. Je les ai vus par la fenêtre, traversant la petite allée de mon jardin. J'ai pris une grande inspiration et je leur ai ouvert la porte. Il faut qu'on parle, a dit Thomas, sans même dire bonjour. Je les ai laissés entrer. Je me suis assise dans mon fauteuil. Ils sont restés debout, me dominant. Une tactique d'intimidation. Où sont les bijoux, maman? A demandé Sylvie, sa voix mielleuse cachant mal son impatience. J'ai pris mon temps pour répondre. J'ai regardé Thomas. J'ai cherché dans ses yeux une trace de l'enfant que j'avais élevé, de l'homme que j'avais aimé. Je n'ai vu que le reflet de l'avidité de sa femme. Ils ne sont plus ici, ai-je dit calmement. Comment ça? Tu les as vendus? S'est exclamé Thomas. Un éclair d'espoir et de colère dans sa voix. L'espoir de récupérer l'argent, la colère de ne pas avoir contrôlé la transaction. Non. Je ne les ai pas vendus. Je les ai donnés. Un silence. Sylvie a froncé les sourcils. Donnés? À qui? À la voisine? Non, ai-je dit. Et là, j'ai savouré chaque mot. Je les ai légués au musée d'histoire de la ville. Le visage de Sylvie s'est décomposé. La couleur a quitté ses joues. Thomas me regardait, bouche bée, comme s'il ne me reconnaissait pas. Oh! Au musée? Mais pourquoi? C'est absurde. A-t-il balbutié. Pourquoi? Ai-je répété. Je me suis levée. Je n'étais plus la petite vieille dame fragile dans son fauteuil. J'étais la gardienne d'un héritage. Parce que vous avez dit qu'ils ne valaient rien. Le musée, lui, pense qu'ils ont une valeur inestimable. Parce que vous vouliez les vendre pour un week-end. Le musée, lui, va les conserver pour des générations. Parce qu'ils racontent une histoire. Mon histoire. Une histoire que vous n'avez jamais pris la peine d'écouter. Mais c'était notre héritage. A crié Sylvie, le vernis de sa politesse craquant complètement. Non, ai-je répondu, ma voix tranchante comme du verre. L'héritage, ce n'est pas un droit. C'est un don. Et on ne donne pas des trésors à des gens qui ne voient que des cailloux. Maintenant, je vous demande de partir. Ils sont restés figés un instant, choqués par mon audace. Puis, voyant la détermination dans mes yeux, ils ont fait demi-tour. Sans un mot. J'ai fermé la porte derrière eux. Je ne l'ai pas claquée. Je l'ai fermée doucement, avec une finalité absolue. Le silence qui a suivi était le plus beau que j'ai jamais entendu. C'était le silence de la liberté. Quelques mois plus tard, j'ai reçu une invitation. Le musée inaugurait sa nouvelle exposition. J'y suis allée, seule. Et là, dans une vitrine éclairée avec soin, il y avait mes bijoux. Mon histoire. Le collier de perles, la broche libellule, les boucles d'oreilles de ma mère. À côté, une petite plaque de cuivre. Collection Jean et Éléonore Vasseur. Don de Madame Éléonore Vasseur. En dessous, un petit texte racontait l'histoire de chaque pièce. L'histoire d'un amour, d'une naissance, d'une lignée de femmes. Une jeune femme s'est arrêtée à côté de moi pour lire. C'est beau, a-t-elle murmuré à son amie. Imaginez la vie que ces objets ont eue. J'ai souri. Ma vie. Mon histoire. Elles ne valaient pas rien. Elles étaient devenues éternelles. Et c'était un héritage bien plus précieux que tout l'or du monde. Un héritage que j'avais sauvé, non pas de mes ennemis, mais de ma propre famille.